Là, aujourd'hui, tu décides de partir à 2, tu dis, ben voilà, on va mettre nos sous, on va partir là-dessus, on va investir, on va partir, on va se dire, ben, c'est le projet sur lequel on s'engage. C'est terrible, le doute, c'est terrible, mais t'es obligé. Tu es obligé de douter. Tu ne peux pas engager 10 personnes comme ça sur un projet en te disant que je sais où je dois aller. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais a de la valeur et va intéresser quelqu'un? Tu as des moyens limités, tu as des moyens qui sont les tiens. Ressources humaines, financières, le temps, toutes ces ressources-là, si tu commences à t'investir sur tout, ben, tu loupes ton objectif, tu loupes un objectif. Bienvenue dans ce premier épisode de l'Odyssée des leaders, un podcast vidéo où nous allons interviewer des chefs d'entreprise, des dirigeants, des managers qui viennent partager leur aventure humaine, leurs projets, comment motiver leur équipe, comment s'assurer de fédérer les gens derrière un projet. Et pour ce premier épisode, eh bien, le premier invité me tient particulièrement à cœur. Il a été là dès le lancement, il a répondu présent. Quand j'ai mentionné cette idée, il m'a dit « nous serons là ». Et donc, je l'en remercie profondément de sa confiance. Il faut qu'il y ait un premier, c'est pour lui. Et donc, accueillons Jérôme Vial, le cofondateur de Twito. Et aussi, je dois dire que nous avons travaillé ensemble, donc nous nous connaissons bien, une belle aventure chez Smartly TV. Et donc, ça a forcément aidé à construire ce lien et à ce que tu sois là aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es et un peu ton parcours? Bien sûr. Merci David, merci à toi de toute façon de ton invitation. C'est vrai qu'il faut un premier. Hein. Là, on est quand même pas mal. De toute façon, tu as toujours eu des idées plutôt intéressantes et c'est avec grand plaisir qu'on te suit sur cette aventure. Merci. Donc Jérôme Vial, donc moi je suis aujourd'hui le cofondateur d'une start-up qui est sur La Ciotat, Twito. Nous, on va travailler aujourd'hui sur du développement logiciel à base d'intelligence artificielle pour toutes des applications autour du traitement du langage naturel. Donc c'est le développement d'applications vocales comme vous connaissez Siri, Alexa ou Google pour les environnements professionnels. Ça, c'est ce qu'on fait. D'accord. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même 52 ans, j'ai travaillé, donc le milieu dans lequel on s'est connus, c'est à partir de 30 ans. Moi, je suis revenu d'une expérience internationale. Je suis revenu en France, j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, les services aux opérateurs de l'audiovisuel, en tant que commercial. Donc, j'ai intégré une équipe de commercial dans un groupe qui s'appelait Canal+ Technologies, qui était la division technologique du groupe Canal+, qu'on connaît bien en France. En tant que vendeur, une première expérience professionnelle qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, l'élément, quand je regarde un peu 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, c'est la capacité du patron de l'époque, du directeur commercial de l'époque, Thierry Maupetit, de créer une équipe multidisciplinaire. D'accord. Il ne s'est pas arrêté sur le principe de « je veux 10 vendeurs qui ont 10 ans d'expérience dans la vente de ça, qui ont ça ». Il est parti du principe qu'il a dit « moi, je veux des gars qui collaborent, qui travaillent ensemble, mais je veux des profils un peu pas atypiques, je ne veux pas des gars machin, mais je veux des gens qui viennent du monde du conseil, je veux des gens qui viennent de l'électronique, des gens qui viennent du logiciel, des gens qui viennent du développement d'affaires, de ce genre de choses ». Il a créé une super équipe, une belle équipe d'ailleurs, on était sur Paris, on était pas très loin des locaux de Canal+. Et donc, on est parti là-dessus. Ça, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué. Et qu'est-ce que tu en gardes de cette équipe pluridisciplinaire au final? Tu te dis, pourquoi c'est la bonne recette finalement? C'est la bonne recette parce que déjà, je pense que chacun apporte un peu sa brique. J'ai trouvé, après, c'était peut-être aussi l'impact du leader. Il y avait Thierry Maupetit, Thierry Legrand, qui étaient les deux un peu leaders de cette équipe commerciale. J'en garde une vraie cohésion, une vraie entraide. Les gens, parce que j'avais besoin d'une compétence différente, je la trouvais au sein de l'équipe. Si j'avais 10 vendeurs à côté de moi, on avait tous un peu le même profil. Moi, j'avais une expérience développement d'affaires, un autre, il venait du conseil très pointu, de l'électronique. Donc, on était vraiment, on apportait, on enrichissait tous le groupe.
On avait chacun nos priorités et nos objectifs, mais on enrichissait le groupe. Et donc, tout ça a amené, avec les sessions des différentes activités, ça m'a amené à travailler pour un groupe qu'on connaît bien, dans le même milieu. Et puis après, ça m'a amené, une dizaine d'années plus tard, ça m'a amené dans le Sud, là où on a collaboré ensemble chez Smart TV. Ok. Comment ça démarre, Tuito, en fait? Pourquoi? Donc, tu as dit 52 ans aujourd'hui, mais à l'époque un peu plus jeune. Donc, on peut parler de Laurent, ton co-fondateur. Et à un moment donné, comment vous asseyez autour d'une table et comment vous dites, allez, on y va, on se lance? Et tu peux nous partager un peu le comment, le pourquoi Le comment, le pourquoi, je pense que c'était une volonté de se dire on a fait pour les autres, on a fait pour les autres, on a travaillé, on s'est retrouvé dans une situation où, chez Smart TV, qu'on a connu ensemble, on a dit on a fait ce qu'on avait à faire, on était très très fiers de ce qu'on avait accompli au niveau de la boîte, de la structure, de la croissance, tous les trucs dont on parle, les métriques économiques. Et après, je pense qu'on se retrouve un peu à La Ciotat. Laurent, donc, qui était quand même le directeur technique, VP R&D, vice-président R&D de Smart TV, moi qui venais quand même direction commerciale. Donc 2 profils qui sont complémentaires, on va dire, à la fin. Et on se regarde un peu, on a les mêmes prérogatives un petit peu personnelles aussi. Ça, c'est vachement important quand tu vas créer quelque chose avec quelqu'un. C'est-à-dire que Laurent, on a pratiquement le même âge. Même pas pratiquement, on a le même âge, on a la même contrainte familiale, personnelle à La Ciotat, on est installé ici, donc il y a tout ce projet, je veux dire, ça fait partie du choix, bien ça sûr, fait partie de la décision. Et donc, il quitte Tuito peut-être il quitte Smart TV 6 mois, un an avant moi. Il commence à travailler, on échange, on se connaît, on est amis. On a un partenaire industriel qu'on connaît très bien, qui est basé en Suisse, qui cherche des idées, qui cherche à développer, à travailler sur des logiques qui sont l'interaction homme-machine, donc faciliter le travail de l'homme sur une machine. C'est quand même, nous on a fait l'électronique pendant 20 ans, on a fait de l'interface utilisateur, on a fait tout un tas de logiques dans les métiers qu'on avait avant. Et donc on se dit, donc on a ce partenaire industriel qui est prêt à nous faire confiance, et qui dit, maintenant il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il a une technologie particulière, et il dit, cette technologie, elle est impeccable pour aller développer des nouvelles formes d'interaction aux machines, de faciliter le travail de l'homme sur la machine, avec la digitalisation, la numérisation des objets, l'IoT, les données, tout un tas de choses. On demande aux machines de faire plus, et on donne à l'homme toujours le même outil un peu bancal. Donc nous, on se dit, il faut quand même travailler là-dessus. Il faut quand même aujourd'hui donner un outil qui est plus adapté à la charge mentale de l'opérateur, à sa sécurité, à son confort. On demande de plus en plus de choses, et on leur dit, on est toujours le même bousin. Donc ça, c'est un peu le choix de dire, on va travailler sur cet axe-là. Et puis très rapidement, en fait, dans les interactions homme-machine, tu parles de modalité d'interaction, et la modalité d'interaction qu'on a retenue, c'est la voix. Donc on a dit, il faut qu'aujourd'hui, on voit dans nos usages personnels, on veut parler à nos téléphones, on veut parler à tout. Mon gamin de 12 ans, il a son premier ordinateur, il dicte déjà à Cortana tous ses essais, ses dissertations, je ne sais quoi. Donc, je veux dire, la voix est une modalité d'interaction qui est hyper intéressante. Allez, on se focus là-dessus et tout. Donc ça, c'est vraiment le projet. Donc, c'est un concours de circonstances personnelles. Après, vraiment, le point le plus important, je pense, c'est la confiance. Ouais. C'est la confiance. Je veux dire, moi, je pars avec Laurent, et je pars pas avec quelqu'un d'autre. Si je suis avec Laurent, c'est parce que je sais que déjà, on est complémentaires. On a bossé pratiquement 10 ans à la direction de Smart TV ensemble. On a toujours été un peu à l'écoute. On est toujours, il n'y a jamais... voilà. Donc, en plus, techniquement, je sais c'est ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui s'avère. D'ailleurs, ça s'avère encore plus vrai aujourd'hui. En quoi cette confiance, pour toi, c'est la recette un peu magique là, pour Laurent et toi, en quoi elle vous a été plus qu'utile? Parce que je suppose que ce parcours n'a pas été linéaire. Donc non, parce que déjà, tu viens d'un environnement où on a tous les deux fait 20 ans de salariat, même si on a été cadre, même si on a été au comité de direction, comme on aime à dire. C'est ça. On a toujours été dans une entité qui, elle, finalement, c'était un peu son problème. Donc, à la fin, tu étais payé tous les mois, tu avais tous les avantages, c'était structuré, la prise de risque était là, mais n'était pas non plus sur toi. Là, aujourd'hui, tu décides de partir à deux, tu dis, on va mettre nos sous, on va partir là-dessus, on va investir, on va partir, on va se dire, c'est le projet sur lequel on s'engage.
on y reviendra peut-être plus tard, mais déjà le faire tout seul, pour moi, c'est quand même quelque chose. Je ne suis pas, c'est peut-être un problème personnel de confiance en moi ou je ne sais quoi, mais de ne pas avoir trouvé l'idée. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est de partir à deux avec cette envie de faire, cette envie de créer et réellement de se faire confiance. On n'est pas en permanence en train de se challenger, on n'est pas en train de dire n'importe quoi. Donc c'est vraiment de dire, il sait ce qu'il fait, il le fait très bien. J'espère qu'il dit, la même chose. Il est censé faire ce qu'il sait faire, donc on va voir. Donc effectivement, tu as parfaitement raison, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui est très intéressant à deux, c'est que tu n'as pas forcément... La société a peut-être les mêmes hauts et les bas, mais en tant que partenaire, tu n'as pas toujours les mêmes hauts et les mêmes bas, ce qui est d'ailleurs très bien, parce que ça permet que quand il y en a un qui est un peu moins là, l'autre, il est un peu plus et il tire un peu plus sur le truc. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ok. Et de cette entente-là, de ces deux fondateurs, comment vous avez étendu le cercle? Donc aujourd'hui, vous êtes combien de personnes? Et puis comment vous avez attiré les talents dont vous avez besoin? Parce qu'une particularité quand même à nommer, malgré qu'on vienne d'un environnement high-tech, l'IA, ce n'était pas votre domaine d'expertise, donc vous avez aussi accepté de devoir vous entourer. Donc tu peux un peu nous raconter comment vous fédérez à un moment donné une équipe autour de ce projet? Oui, mais on a commencé, donc nous, aujourd'hui, on est une 10-12 personnes. Ça va varier un peu entre des stagiaires, des alternants. On a fait beaucoup confiance à des alternants, nous, parce qu'on est sur des métiers d'intelligence artificielle un peu, c'est pas pointu, mais ça reste nouveau. C'est nouveau. Donc les étudiants, un peu doctorants qui sortent d'école, c'est des gens qui amènent énormément. Vraiment, c'est des gens, ils ont la dernière information, la dernière techno, ils ont l'envie de prouver, ils s'intègrent dans les équipes. Enfin, c'est vraiment très enrichissant de voir des jeunes arriver. Tu n'es pas obligé d'aller chercher des gars qui ont 20 ans d'expérience. Ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça te crée des équipes jeunes. Aujourd'hui, je dois avouer qu'on est quand même très, très fiers de l'équipe qu'on a. Gros potentiel technologique, mais un énorme potentiel humain et tu as plaisir à y être, tu as plaisir à se voir en dehors. Il y a de la confiance, il y a de la loyauté, il y a de l'autonomie, il y a de la contribution. Tu écoutes, tout le monde s'écoute. C'est un phénomène qui me tient à cœur et qui, je pense, tient à cœur à tout le monde. Enfin, Laurent aussi. C'est d'écouter, de dire, je ne sais pas tout. Moi, je sais ce que je sais faire. Par contre, je ne sais pas faire de développement logiciel IA. Ouais, c'est ça. Et là, à un moment, moi, je veux aller là. D'accord ? Comment vous m'amenez là ? C'est ça sur quoi on travaille. Ouais. Et vraiment ce phénomène, toujours d'essayer de construire en confiance et de dire à la fin, bon les gars, peut-être qu'on se trompera un jour, mais aujourd'hui, je dois avouer qu'on a vraiment une très très belle équipe qui collabore bien, qui s'entend bien en dehors, et ils sont tous plus unis au sport. Enfin, et cet état d'esprit, en fait, tu penses qu'il est lié à quoi? Qu'est-ce qui pourrait, selon toi, faire que... Donc, tu as parlé de cette humilité que Laurent et toi, vous avez eue en disant on ne sait pas tout, aidez-nous. Donc, ça doit aussi valoriser ces profils. Est-ce que tu as d'autres petites choses qui te viennent à l'esprit, là, de dire oui, en fait, avec le recul, c'est parce qu'on a agi comme ça que finalement, il y a des gens qui sont dans l'aventure avec nous et... Non, franchement, je pense que c'est un peu lié à ça. Je pense que c'est un peu lié au... Je trouve, et on l'a vécu dans d'autres endroits, mais il ne faut pas rentrer dans la pièce en pensant que tu es le plus intelligent. Je pense que c'est quand même cette forme d'humilité, cette forme de... un peu avant l'empathie peut-être, mais et de confiance, je veux dire, de dire comment on fait ensemble, comment on travaille ensemble, c'est vous êtes censé faire ça, Après, tu challenges, et si tu sais, et ça... sur la technique, je ne le fais pas, Laurent le fait très bien, c'est de challenger, c'est de dire, vous êtes sûr là, on est d'accord, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut juste donner les clés du camion et dire, puis tu arrives, tu as fait 600 bornes, et puis à la fin, je ne suis pas du tout là où je voulais aller, c'est pas le bon plan. Non, mais franchement, j'ai toujours privilégié la logique de faire confiance aux gens. J'approche les gens dans la logique de je vous fais confiance, vous êtes censés... Voilà, on parle ensemble. Alors c'est rigolo parce qu'il y a un autre mot que quand on a un peu discuté qui est un peu une boussole pour toi et Laurent, je sens, c'est le doute. Et en fait, tu parles de confiance et effectivement, il faut avoir la confiance les uns envers les autres. Et puis, il y a quelque chose qui t'est venu spontanément en disant, mais nous, une de nos forces, on est capable de douter. Est-ce que tu peux
me dire pourquoi c'est venu dans cet entretien et en quoi c'est une boussole pour Twito aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible. Le doute, c'est terrible, mais tu es obligé. Tu es obligé de douter. Tu peux pas engager, et c'est pas parce que tu peux pas engager 10 personnes comme ça sur un projet en te disant je sais où je dois aller. Tu peux pas, c'est pas. Tu diras après, bon, il y a des gars qui arrivent, ils savent très bien faire, ils ont trouvé l'idée géniale et ils partent sur l'idée géniale, ils y vont à fond et tout. Et le doute te permet, et en plus quand tu es en groupe, te permet de dire est-ce que c'est le bon plan, et te permet de ne pas aller passer ne serait-ce que 4, 8 semaines ou 3, enfin 1 mois, 2 mois ou 3 mois sur la mauvaise piste. Il faut quand même douter, il faut quand même, on le sait, je veux dire, c'est pas parce que tu penses à un truc qui est bien que ce truc est forcément bien. Je veux dire, après, moi, j'en ai plein des idées, mais il n'y en a quand même pas beaucoup de bonnes au final. Donc il vaut mieux quand même que soit je doute moi, soit la personne avec qui je travaille et en qui j'ai confiance, on en parle, mais c'est chaud ton affaire. C'est essentiel. C'est essentiel parce que après aussi, tu as des moyens limités. Enfin, tu as des moyens qui sont les tiens. Ressources humaines, financières, le temps, toutes ces ressources-là. Si tu commences à t'investir sur tout, ben, tu loupes ton objectif. Tu loupes un objectif. Donc, le doute, oui, c'est quand même important parce qu'il faut quand même s'organiser par rapport à ça et réfléchir. Et puis la confiance aide à gérer ça parce que tu dis, bon, on se regarde. Et maintenant, c'est là. Ouais, c'est ça. On va là plutôt que là. Alors maintenant, j'aimerais t'interroger un peu sur ton métier, sur ton ADN. Tu es un vendeur et moi, je t'ai vu opérer, bien sûr, dans le marché de la télévision payante où c'était un peu notre industrie au final. Hein. On a appris à naviguer. Et je trouve que tu as dû te remettre en question, d'aller sur une nouvelle industrie, des nouveaux clients, des nouveaux marchés carrément. Et en fait, est-ce que tu peux me parler de finalement un peu ce métier de vendeur aujourd'hui, peut-être tes difficultés ou au contraire tes succès en disant oui, j'arrive encore à reproduire des mêmes schémas. Enfin voilà, parle-moi du Jérôme aujourd'hui, le vendeur, parce qu'une des parties pour toi, c'est de développer le business, bien sûr, de Twito. Et quel partage tu peux nous faire sur cette... parce qu'on parle ici d'influence, de leadership, il n'y a pas plus influent qu'un vendeur au final, de savoir écouter, mais au final d'amener les clients. Est-ce que tu peux en dire plus sur comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, c'est clair, c'est évident que ça a été, tout d'un coup, il y a une espèce de falaise qui est arrivée. Parce qu'on vient d'un métier qui était relativement fermé. Je veux dire, nous, quand on était dans la télévision numérique, on avait une cible. On savait qu'on devait parler avec ces gens-là. On prenait un annuaire, on regardait les gens qui faisaient ça et on les appelait. Ça, c'est ces gens-là font ça. Bon, c'est ce que j'ai à vendre, je les appelle. Aujourd'hui, tout d'un coup, on sort, on arrive avec nos solutions logicielles, nos modules logiciels autour de l'IA, de la voix et tout ça. Alors là, c'est l'explosion. C'est-à-dire, le potentiel est énorme. Mais ça veut dire que tu dois parler à tout le monde. Tu dois parler à l'industrie manufacturière, tu dois parler à des éditeurs de logiciels, tu dois parler à des établissements de santé, tu peux parler à tout un tas de gens, parce qu'on a, je veux dire, c'est des solutions technologiques qui ont tellement de verticales adressables que vraiment, ça peut intéresser beaucoup de métiers. Donc, d'un coup, j'ai plus, je veux dire, si tu veux, les gens que je dois appeler, c'est l'annuaire. C'est l'annuaire entier. Il faut que je prends toute l'industrie et je dis, bon, je peux appeler tout le monde. Potentiellement, ils ont un usage. Donc après, déjà, il faut dire, bon, on va pas s'emballer, parce que l'annuaire, c'est gros. Donc on va dire, bon, on va commencer à limiter un peu les champs d'application, on va définir des cas d'usage très précis où tu apportes une vraie valeur. À la fin, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois capable de dire au gars que tu as en face, c'est la valeur que j'amène, elle est là. Vous allez gagner 30% de productivité sur vos opérateurs terrain en mobilité ou tout ça. Vous allez être capable de récupérer une donnée en temps réel qu'aujourd'hui vous n'êtes pas capable de récupérer parce que votre opérateur ne peut pas lâcher son outil numérique et donc il doit, pour vous donner l'information qu'il doit donner, il doit passer par la voix. Donc récupérer de la donnée pour gérer vos opérations, récupérer du temps de productivité, le confort et la sécurité de votre opérateur, c'est quand même des choses importantes. Aujourd'hui, quand même dans l'industrie ou dans certains métiers, il y a beaucoup de problèmes de ressources humaines, des gens à aller chercher. Donc on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on est là-dessus.
Donc, il faut vraiment créer la valeur. Il faut créer un use case où tu amènes une valeur et le gars, tu es capable de lui mettre en face. Et en l'espace de 5-10 minutes, le fameux pitch, elevator pitch ou whatever pitch tu veux l'appeler, comme les start-upers, là, tu es capable de dire au gars, avec ça, moi, je te fais ça. Okay. Tu vas gagner ça, tu vas gagner tant en sécurité, tant en confort. Donc ça, et après, il faut que tu choisisses un peu. Mais c'est vrai que de passer d'un petit calepin de 10 pages où tu tapes Afrique du Sud, tu veux taper à lui, hop, ça marche, tu tapes tous les pays du monde, mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, comment on s'organise? On utilise les outils numériques dont j'avais pas forcément besoin. Donc aujourd'hui, il y a plein de ce qu'on appelle le digital marketing. Donc on a des campagnes qui sont déployées sur des cibles très, très particulières de profils d'industriels. Et puis on continue, on cherche des partenaires. On a certaines verticales, on a identifié un partenaire qui pourrait être idéal pour porter nos solutions. On n'a peut-être pas la volonté non plus d'aller au client final. Donc on va identifier des partenaires, on va aller voir ces partenaires-là, on les voilà. Nous, on sait faire ça. Est-ce que ça vous intéresse d'amener ça dans votre catalogue et d'aller voir les clients que vous connaissez déjà? Le fameux petit calepin, c'est eux qui l'ont, c'est pas moi. Tu travailles là-dessus. Et puis, mais c'est vrai que c'est vraiment de repenser un peu comment tu vends ce que tu vends. Ok. Donc, ouais, du coup, du ciblage, de prendre le temps un peu en amont. C'est évident. Du marketing. Et de dire, lui, je vais aller le voir parce que il cherche ça. Et après, tu balances un peu. C'est une opération, mais c'est bien. C'est bien de repenser un peu comment tu fais les choses. Mais à la fin, tu vas quand même voir un client. Hein. À la fin, tu as quand même un client en face chez qui tu dois mettre de la valeur, tu dois avoir l'écoute pour bien comprendre que ce que tu as mis en face de lui, c'est ce qu'il va vouloir implémenter, comment il va le faire et comment toi, tu vas l'aider. Tu ne faut pas arriver en se disant t'inquiète, je vais régler le problème. Si tu ne connais même pas le problème... Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est le fait que tu découvres tellement de verticaux que de toute manière, par définition, quelque part, tu ne connais pas leur problème. Donc c'est bien. Ok, intéressant. Et je voulais aussi, dans cette aventure, que tu nous parles un peu de défi ou de quelque chose qui, finalement, vous êtes parti avec Laurent, vous avez l'équipe, vous avez l'idée, c'est lancé. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, là, quand tu regardes derrière, tu dis, waouh, en fait, on a traversé ça et ça, on n'avait pas vu ou on en a bavé plus que ce qu'on pensait. Est-ce que tu as des défis un peu que tu aimerais partager? Encore une fois, ça revient, ça fait 6 ans, d'accord? Donc c'est 2018, mars 2018, incorporation de Tuito. On avait commencé à travailler sur le projet un peu avant. On arrive en mars 2018, on incorpore, on part sur notre idée un peu d'interaction homme-machine et sur la voix. Les défis, c'est ce fameux doute qu'on a évoqué. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce que je fais a de la valeur et va intéresser quelqu'un? Créer l'équipe, c'est-à-dire trouver les bonnes ressources humaines qui vont t'accompagner et contribuer positivement à ton projet. Ce fameux cercle, cette fameuse cible, identifier ta cible. Et puis le dernier, donc là aujourd'hui, on n'est pas sorti du bois, hein, c'est clair, on continue, on travaille tous les jours, on y va tous les jours, on a toujours plaisir à y aller, donc ça c'est déjà important, c'est plaisir très difficile. Et le point, c'est un peu aujourd'hui, donc on va quand même s'adresser, on parle beaucoup des start-upers, de l'innovation, des plans d'un financement 2030 en France 2030, et tout cet argent qui doit ruisseler des grands groupes vers les start-up ou d'autres trucs. On est quand même un peu, on est un peu on reste un peu sur notre faim. On voit qu'il y a quand même de l'argent, mais c'est vrai que le dialogue, quand on va commencer à parler à des gros entrepreneurs, des grosses entreprises, les grands groupes dont on parle, les grands donneurs d'ordre, comme on aime à dire, le problème pour nous, c'est l'échelle de temps. C'est des gens qui sont sur une échelle de temps de 24 mois pour prendre une décision. Et en 24 mois, si tu veux, les trucs ils sont passés 10 000. Quoi. Il y a tout un tas de murs que tu as déjà dû éviter en 24 mois. Et donc, tu voudrais quand même que ça s'engage. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, de groupes d'innovation, de clusters, ou de, comment ils appellent ça, des start-up labs, où ils mettent tout un tas d'innovations. Le process reste quand même long. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est quand même un élément qui est dur pour les startups parce que tu
c'est difficile à accepter parce que pour toi, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'il faut que ça se fasse, c'est pas dans 6-9 mois. D'accord. Donc voilà, donc ça fait partie des défis qu'il faut qu'aujourd'hui on travaille, c'est de dire, je les engage, mais je sais que ça va être long. Ok, intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, une dernière question, je t'ai partagé, donc on a un héritage chez Dale Carnegie, on est particulièrement intéressé sur les parties relations humaines, relations interpersonnelles, comment fédérer les équipes. Et donc on a cet héritage de Monsieur Dale Carnegie qui en a fait un livre, un best-seller. Et dans ce podcast, nous aimerions que les invités juste regardent ces principes avec un œil d'entrepreneur et dire lequel résonne un peu plus pour eux ou les accompagner ou était gravé sur la cheminée même de leurs grands-parents. Enfin voilà, quelque chose dans ces principes qui résonne. Et donc, tu t'es gentiment prêté au jeu. Alors, je ne sais pas si c'est un principe ou une série de principes qui t'ont particulièrement parlé. Déjà, j'ai eu la chance, comme tu le sais, j'ai eu la chance de faire une première expérience professionnelle en Amérique du Nord. Et c'est vrai que la marque Dale Carnegie, les principes de Dale Carnegie sont quand même très reconnus là-bas. Absolument. En France aussi, hein, mais c'est vrai que c'est une grande marque de leadership, de formation de leadership et de management. Donc ça, je suis assez familier avec le truc. Sur les grands principes, je pense qu'ils sont... Tu as engagé toute une campagne de communication qui est très très sympa sur Ristretto où tu essaies de nous amener à mieux les comprendre. Ça, c'est vraiment très bien fait aussi. Mais moi, je reste sur la notion d'écoute. Ils sont tous importants dans l'absolu, créer le relationnel et tout ça. Mais à la fin, moi, on se connaît un peu aussi, je reste sur la notion d'écoute. Si tu n'es pas capable d'écouter la personne en face, de la laisser parler d'elle-même, de la laisser parler de son cheminement, de pourquoi il arrive à être en face de toi. Enfin, toute cette logique-là, tu ne vas pas créer de lien. Tu ne crées pas de lien, et quand tu ne crées pas de lien, c'est difficile d'acheter quelque chose, de créer une collaboration, d'emmener quelqu'un ailleurs. Si tu arrives et tu dis, bon, c'est ça qu'il vous faut. Ça marche pas, il faut écouter les gens, il faut prendre le temps, on n'est pas si pressé que ça. Moi, c'est vraiment, je crois que c'est le principe numéro 7. Il y en a plusieurs sur l'écoute, mais c'est mon grand... c'est intéressant, c'est vrai que la vision qu'on a du vendeur, c'est celui qui pitch, et d'entendre avec l'expérience de vente que tu as, de dire, en fait, commençons par écouter. J'ai passé trop d'années avec le PowerPoint derrière moi, à lui dire, c'est ça que tu veux. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Écoute, Jérôme, encore une fois, je te remercie vraiment. Merci à toi. Cette confiance, tu en parlais, je l'ai vécu, c'est pas fait concret. Merci de t'être jeté dans ce grand bain. Bon vent à toi et à Laurent pour la suite et à toute l'équipe. Et voilà, et à très bientôt. Et merci à vous pour votre écoute dans ce nouveau podcast vidéo. J'espère que tous ces insights de dirigeants, start-upers et d'autres qui suivront vous aideront à prendre les bonnes décisions, à changer peut-être des petites choses dans votre façon de gérer le quotidien. Ça serait notre plus grande réussite. Et je vous dis à bientôt.